Derrière la façade imposante du Troisième Reich, derrière les étendards du pouvoir, de la pureté raciale et de la discipline de fer, se cachaient des vies marquées par l'insécurité, la répression sexuelle et le désarroi intime. Rudolf Hess, le fidèle partisan de Hitler, entretint pendant des années une relation sentimentale sans contact physique, guidée par une dévotion quasi spirituelle envers Hitler qui éclipsait tout lien romantique. Sa timidité extrême l'éloignait de l'intimité, centrant son affection sur le Führer. Heinrich Himmler, quant à lui, était la personnification de la contradiction. Physiquement faible, peu sûr de lui et réservé, il promut l'abstinence comme idéal moral durant sa jeunesse. Ce n'est qu'à l'âge de 28 ans qu'il eut sa première expérience intime, un contraste avec l'autorité avec laquelle il dicterait plus tard des normes sur la sexualité et la reproduction. Au centre de ce réseau se trouvait Hitler, émotionnellement distant et réservé. Des rapports médicaux suggèrent qu'il aurait pu être monorchide, une condition qui aurait peut-être influencé son développement. Sa vie privée fut marquée par la retenue. Il choisit le contrôle plutôt que le désir, se concentrant exclusivement sur son objectif final, son Allemagne. Gerda Bormann, la prophétesse de la polygamie du Troisième Reich. La relation entre Gerda Bormann et son mari Martin Bormann, influent chef de la chancellerie du Parti national-socialiste et bras droit de Hitler, fut l'une des plus inhabituelles et perturbantes au sein de la sphère nazie. Gerda promouvait l'idée d'éliminer la monogamie traditionnelle et de la remplacer par un modèle qu'elle appelait « union d'urgence nationale », lequel permettrait la polygamie comme outil pour accélérer la reproduction d'une descendance aryenne considérée comme pure selon les standards du Troisième Reich. Dans ses écrits personnels, Gerda Bormann exprimait des idées surprenantes, même selon les standards du Troisième Reich. Elle considérait que le modèle de polygamie pratiqué dans certaines cultures islamiques pouvait parfaitement être adapté à l'Allemagne nazie. À son avis, c'était une stratégie utile qu'il ne fallait pas négliger. Elle admirait des figures historiques telles que Mahomet, qu'elle décrivait comme un leader pragmatique, capable de former des armées solides grâce à cette structure familiale multiple. Gerda critiquait ouvertement les églises chrétiennes pour leur rejet de ces pratiques, les accusant de maintenir une vision limitée et archaïque qui, selon elle, freinait l'avancée du Reich vers une société plus forte et fertile. Durant le régime nazi, certains hauts responsables explorèrent l'idée d'implémenter la polygamie pour augmenter la population aryenne, bien que cette proposition ne fût jamais officialisée. Gerda Bormann soutenait ardemment cette idée, aussi controversée qu'elle puisse paraître. Sa dévotion envers son mari resta inébranlable, même lorsque celui-ci entama une relation extra-conjugale avec l'actrice Manja Behrens. Martin Bormann entretenait une correspondance avec Gerda, lui détaillant sa relation avec Behrens. Dans une de ses lettres, il exprima son bonheur d'être doublement marié et demanda à Gerda ce qu'elle pensait de son mari fou. Loin de montrer du mécontentement, Gerda répondait rapidement, lui apportant son soutien inconditionnel. Cette dynamique reflète la cohérence de Gerda avec ses croyances et son engagement envers les idéologies du régime. Elle considérait que les relations extra-conjugales de son mari étaient une contribution au renforcement du peuple allemand. Sa position souligne la complexité des relations personnelles au sein de la hiérarchie nazie et comment les doctrines politiques influençaient la vie privée de ses membres. Gerda Bormann, en plus de ressentir un profond amour pour son mari, Martin Bormann, nourrissait un respect et une admiration inébranlables pour Adolf Hitler et la doctrine nationale-socialiste. Loin de se résigner à un rôle de victime silencieuse face aux relations extra-conjugales de Martin, Gerda les accueillait avec fierté et conviction. Contrairement à la perception générale à Berlin, où l'on supposait qu'elle supportait ces situations avec résignation, la réalité était diamétralement opposée. Non seulement elle approuvait les aventures de son mari, mais elle les promouvait activement, les considérant comme une manifestation naturelle du devoir d'une véritable nationale-socialiste. Dans une lettre adressée à Martin, Gerda articula sa perspective. Dans le cas de Manja, tu dois seulement t'assurer qu'elle ait un enfant une année et moi un autre l'année suivante, de façon à ce que tu aies toujours une femme active à tes côtés. Gerda Bormann mit ses convictions en pratique en ayant 10 enfants avec Martin Bormann entre 1930 et 1943,
pour lesquelles elle reçut la médaille d'or du parti nazi. Adolf Hitler fut le parrain de l'aîné, qui fut nommé Martin Adolf. Dans une lettre, Gerda suggéra de promulguer une loi à la fin de la guerre qui permettrait aux hommes sains d'avoir 2 épouses, ce à quoi son mari répondit que le Führer partageait cette opinion. Bien qu'Adolf Hitler jouissait d'une grande popularité auprès des femmes allemandes, captivées par son oratoire et son charisme, il ne rendit jamais officielle la polygamie en Allemagne. Il a été suggéré que sa réticence pouvait être due à des convictions sociopolitiques ou à des limitations personnelles. D'un autre côté, Martin Bormann et son épouse Gerda promurent activement l'idée de la polygamie comme moyen de renforcer la race aryenne. Toutefois, cette proposition ne dépassa jamais le cadre privé de leur mariage. Martin Bormann mourut en mai 1945 lors d'une tentative de fuite de Berlin, tandis que Gerda mourut d'un cancer en Italie 1 an plus tard. Ombre du désir, la troublante sexualité du Führer. On a largement spéculé sur la sexualité d'Adolf Hitler. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante, de nombreux historiens suggèrent que le dictateur aurait pu être, par nature, asexuel. Tout au long de sa vie, il manifesta peu ou pas d'intérêt pour les relations intimes, et tout indique que cette tendance fut renforcée de manière consciente et volontaire. Certains rapports médicaux mentionnent une possible anomalie physiologique. Hitler aurait été monorchide, c'est-à-dire qu'il ne possédait qu'un seul testicule, ce qui aurait pu influencer son développement sexuel. Cependant, au-delà des aspects physiques, son comportement suggérait une aversion marquée pour le contact intime. Il ne manifesta jamais d'attirance pour les hommes, et ses relations avec les femmes furent rares, distantes et parfois traumatisantes. Ce qui semble le plus plausible, c'est qu'Hitler souffrait d'une forme de tactophobie, une phobie du contact physique, et que son détachement par rapport à la sexualité le situait parmi cette partie de la population qui ne ressent pas de désir sexuel. Bien que cela puisse sembler étrange pour beaucoup, il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. Certaines personnes vivent complètement en dehors des impulsions sexuelles et ne ressentent d'attirance pour personne, ni même de curiosité à ce sujet. Dès ses premières années de vie adulte, Hitler avait tendance à nouer des liens affectifs et sociaux presque exclusivement avec des hommes. Dans sa jeunesse, il établit des relations très étroites avec des compagnons comme August Kubizek, Reinhold Hannisch et Rudolf Häusler. Avec eux, il partagea des logements modestes, souvent dans des conditions précaires, allant de pensions bon marché à des refuges pour indigents dans les quartiers les plus pauvres de Vienne et de Munich. Bien que ces cohabitations révèlent une nette inclination pour les environnements masculins et les relations intenses avec des hommes, rien ne prouve que ces relations aient été de nature sexuelle. L'absence de liens intimes connus avec des femmes et sa proximité constante avec des figures masculines ont été interprétées de diverses manières, mais aucune d'elles ne peut être affirmée avec certitude. En 2001, le professeur Lothar Machtan de l'université de Hambourg publia une œuvre dans laquelle il soutenait qu'Hitler était homosexuel. Cependant, ces arguments, fondés sur des spéculations et des preuves circonstancielles, ne résistèrent pas à l'examen de la communauté académique. La plupart des historiens rejetèrent sa théorie pour manque de rigueur et de solidité documentaire, et depuis, la recherche sérieuse n'a pas suivi cette voie. Dans le cas de Hitler, cette tendance au détachement affectif et sexuel semble s'être intégrée en outre à sa construction idéologique. Influencé par les penseurs du pangermanisme et de l'antisémitisme radical, il promouvait un mode de vie ascétique qui incluait le végétarisme, le rejet absolu de l'alcool et un contrôle strict des instincts. Pour ces idéologues, la viande symbolisait la virilité incontrôlée, la testostérone et le désir sexuel. L'éviter était donc une façon de préserver une supposée pureté spirituelle et physique. Hitler adopta ces principes avec ferveur, faisant de la répression de ses impulsions un élément de plus dans sa vision du monde, rigide, contenu et obsédé par la domination du corps et de la volonté. Dans son autobiographie Mein Kampf, 1925, Hitler mentionne à peine ses premières années de vie. Il passe directement de son enfance à ses expériences durant la Première Guerre mondiale, où il décrit les soldats de son régiment comme une glorieuse communauté masculine. Cette exaltation du compagnonnage masculin, déjà mise en avant dans Mein Kampf, en parlant des soldats comme d'une glorieuse communauté masculine, n'était pas fortuite.
Hitler idéalisait les environnements exclusivement masculins comme des espaces de force, de loyauté et de discipline, libres de ce qu'il considérait comme des distractions émotionnelles ou sensuelles. Dans ce modèle, il n'y avait pas de place pour l'intimité ni pour le désir. Tout devait être subordonné au devoir et à la cause. La camaraderie virile remplaçait toute forme de lien affectif traditionnel et devenait la base de sa vision d'une société organisée hiérarchiquement, unie par l'obéissance et la volonté de lutter, non par l'émotion ou la tendresse. Dans cette logique, la sexualité était perçue comme un obstacle. Non seulement l'acte physique, mais aussi la cour, les affections et les émotions associées au désir romantique étaient vus comme des éléments affaiblissant le caractère. Hitler ne se contentait pas d'éviter ces expressions dans sa vie privée, il les rejetait idéologiquement. Pour lui, canaliser cette énergie vers l'action, le combat ou la construction du Reich était un devoir. La passion devait se transformer en ferveur politique. La retenue devenait un outil de pouvoir. Celui qui domine ses impulsions domine aussi son entourage. Cet ascétisme extrême n'était pas un trait isolé, mais une partie centrale de sa construction en tant que leader. Hitler cherchait à projeter l'image d'un homme entièrement dévoué à une mission historique, immunisé contre les plaisirs ou tentations terrestres. Dans son esprit, cela l'élevait au-dessus des autres, tandis que d'autres cédaient aux excès du corps, lui se maintenait dans une sorte de pureté fonctionnelle, prêt à tout sacrifier, y compris l'intimité personnelle, pour sa vision du monde. Ce reniement du désir renforçait non seulement son autorité, mais légitimait, selon sa logique, l'exigence de sacrifice qu'il imposerait à des millions de personnes. À 37 ans, déjà établi comme une figure politique montante, Hitler tenta d'établir des relations avec des femmes, en partie pour protéger son image publique et éviter d'être vulnérable à des chantages liés à sa vie privée. Toutefois, ces tentatives furent insatisfaisantes ou n'aboutirent pas. Dans ses résidences de Munich, Berlin et Obersalzberg, il gardait toujours un portrait de sa mère accroché au-dessus de sa tête de lit, comme une présence constante. Presque aucune des relations féminines qu'il tenta de cultiver ne dépassa le stade superficiel ou symbolique. 8 des femmes avec lesquelles Hitler entretint un certain type de lien intime tentèrent de se supprimer et 6 y parvinrent. Il montrait de l'intérêt tant pour des actrices de cinéma que pour des adolescentes à peine pubères. Sa première petite amie, durant son adolescence à Linz, fut plutôt une illusion. Ils ne se parlèrent jamais. Ils se contentaient de l'observer de loin pendant des années. La jeune fille, Stéphanie Isaac, était d'origine juive et, curieusement, devint, avec la figure idéalisée de sa mère, le modèle de ce qu'il considérait comme la femme aryenne idéale. À l'âge de 38 ans, Hitler entama une relation avec Maria Reiter, une jeune fille de 16 ans éduquée dans un couvent, qui tenta de se supprimer en 1927 lorsque lui perdit soudainement tout intérêt pour elle. Reiter raconta au magazine Stern en 1959 que, 4 ans après sa tentative ratée de suicide, elle partagea une nuit de passion avec l'homme qu'elle n'avait jamais pu oublier, mais découvrit que ses goûts sexuels étaient trop extrêmes pour elle et ils ne se revirent jamais. Hitler chercha toujours à garder sa vie privée dans l'ombre. Conscient de l'impact que certains détails pouvaient avoir sur son image publique, il s'efforça de construire une façade soigneusement contrôlée. Une fois au pouvoir, l'appareil nazi, y compris la Gestapo et les SS, se chargea d'effacer toute trace compromettante. Des documents furent détruits, des témoins réduits au silence, et tout indice de son intimité fut éliminé pour préserver la figure irréprochable du Führer. En revanche, sa relation avec les femmes était distante et compliquée. La plus controversée fut celle avec sa nièce, Geli Raubal, qui vécut avec lui à Munich. Geli avait 17 ans lorsqu'elle rencontra Hitler en 1925. Bien qu'elle ne corresponde pas aux stéréotypes de la femme aryenne exaltée par le régime, elle avait les cheveux foncés, un caractère indépendant et un fort accent viennois. Elle devint rapidement le centre de son attention. Elle était attirante, spontanée et aimait la musique, des qualités qui captèrent puissamment l'attention du futur dictateur. À partir de ce moment, Hitler commença à passer de plus en plus de temps avec elle. Il l'accompagnait à des dîners, des représentations théâtrales et des spectacles, la montrant fièrement à ses proches. Ceux qui assistèrent à la cohabitation entre Hitler et Geli Raubal ne tardèrent pas à percevoir l'intensité du lien qui les unissait. Pour beaucoup,
Il était évident que le chef nazi éprouvait plus qu'un simple attachement familial pour sa nièce. Son attitude envers elle était ouverte, constante et chargée d'une attention peu habituelle. Il montrait de la fierté à la voir à ses côtés et aimait l'exhiber en public, comme si elle faisait partie essentielle de son monde privé. Avec le temps, cette proximité se transforma en obsession émotionnelle. Hitler semblait partagé entre le désir de la voir uniquement pour lui et le besoin de la contrôler entièrement. Geli n'était pas seulement sa compagne, elle devint une figure décorative de sa vie quotidienne et en même temps, une prisonnière de ses exigences. Après la guerre, l'un des anciens amants secrets de Geli, Emil Maurice, offrit une description qui aide à comprendre pourquoi Hitler fut si captivé par sa demi-nièce. Selon ses propos, Geli possédait un charme naturel et frappant qui ne passait pas inaperçu. Il affirmait que, lorsqu'elle marchait dans la rue, les gens se retournaient pour la regarder. Chose peu commune dans une ville aussi réservée que Munich. Sa longue chevelure noire dont elle était particulièrement fière et sa manière de s'habiller, laissant voir ses jambes sans gêne, contribuaient à ce magnétisme. Geli répondait à l'affection de son oncle avec enthousiasme. Elle admirait profondément cet homme qui commençait à conquérir les masses et qui, pour elle, avait une aura presque inaccessible. Malgré sa figure publique rigide, Hitler savait se montrer charmant et mystérieux en privé, ce qui augmentait la fascination de la jeune fille. Selon les témoignages les plus proches, Geli ne cachait pas son désir de devenir un jour Madame Hitler. Son admiration était évidente et elle le suivait constamment, émerveillée par sa présence et son statut. Cependant, ceux qui la connaissaient la décrivaient aussi comme coquette et peu sérieuse dans ses relations avec d'autres hommes. La dévotion de Geli envers son oncle se reflétait même dans ses lettres. Dans l'une d'elles, adressée à une amie, elle parlait avec fierté de son oncle Alf et de sa capacité à transformer n'importe quel moment en une scène grandiose, presque théâtrale, sortie d'un opéra de Wagner. Elle était impressionnée par l'attention qu'ils recevaient chaque fois qu'ils sortaient ensemble, comme au café Eck, où ils étaient entourés d'admirateurs et de femmes venant lui baiser la main. Cet environnement d'adoration constante ne faisait qu'alimenter l'envoûtement que Hitler exerçait sur elle. Son entourage le plus proche remarqua aussi cette attraction. Son professeur de chant à Munich se souvenait que Geli lui parlait ouvertement de son amour pour Hitler et de son désir de l'épouser. Toutefois, d'autres sources proposent une vision différente. Celle d'une jeune fille impressionnable, tombée sous l'influence d'une figure puissante qui l'assujettissait à un contrôle excessif. Ernst Hanfstengel, un journaliste proche du cercle de Hitler et figure clé dans son ascension politique, indiqua que tant Geli que sa mère dépendaient entièrement du leader nazi, ce qui expliquerait en partie la proximité constante entre eux. Cette dépendance économique et émotionnelle renforçait le contrôle qu'Hitler exerçait sur sa nièce, la maintenant constamment sous son influence. La cohabitation forcée et l'isolement du reste du monde consolidèrent une dynamique où il prenait toutes les décisions et elle restait subordonnée à ses désirs. Quant à la dimension sexuelle de leur relation, bien que certains hauts responsables nazis soupçonnaient l'existence d'une intimité physique entre eux, aucune confirmation concrète n'a jamais été apportée. On spéculait sur la possibilité qu'Hitler ait trouvé en Geli la seule femme capable d'éveiller son désir et d'atténuer son impuissance, ou que, au contraire, la jeune fille ait été manipulée pour satisfaire des pratiques privées et peu conventionnelles. Cependant, aucune de ces versions ne put être définitivement prouvée, et le voile de mystère autour de leur lien resta intact même après la mort de Geli. Geli, qui au départ avait manifesté un intérêt pour des études de médecine, finit par se tourner vers le chant. Ce changement d'orientation ne dérangea pas Hitler, qui l'imaginait comme une héroïne sortie d'un opéra de Wagner, destinée à briller sur scène et à conquérir le public. Cependant, la réalité fut bien différente. Selon l'un des professeurs de chant liés au parti nazi, sa voix manquait d'expression et ses compétences théâtrales étaient pratiquement nulles. Malgré cela, Hitler continuait à montrer une faiblesse pour elle, se comportant de manière enfantine et affectueuse lorsqu'il n'était pas observé. Avec le temps, leur relation devint de plus en plus oppressante. Hitler souhaitait avoir un contrôle absolu sur Geli, limitant tout contact avec d'autres hommes. Son comportement devint possessif et autoritaire, la traitant comme s'il s'agissait de sa partenaire dans l'intimité.
Bien qu'il lui accordât certains luxes et caprices, il ne tolérait pas qu'elle ait une vie autonome. Lorsqu'il découvrit que Jelly avait eu une relation avec un autre jeune homme, puis avec son propre chauffeur, il décida de l'envoyer loin pendant un certain temps, l'éloignant de tout ce qu'il considérait comme une menace. Son objectif était clair, la garder uniquement pour lui, sous son contrôle exclusif. Hitler exerçait un contrôle extrême sur chaque aspect de la vie de Jelly. Il ne lui permettait pas de sortir seule, sauf si elle était accompagnée de sa mère ou de quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. Il lui interdisait d'assister à des bals, des fêtes ou à tout événement social où elle aurait pu interagir librement. Même lorsque Jelly voulait nager dans le Chiemsee ou le Königssee, il l'accompagnait lui-même, malgré son inconfort notoire à se montrer en maillot de bain en public. À plusieurs reprises, il chargea des membres du parti de la surveiller et de l'informer sur les lettres qu'elle recevait, renforçant une vigilance constante. Malgré cette obsession évidente, les historiens s'accordent à dire qu'il n'existe aucune preuve concluante qu'Hitler ait entretenu une relation sexuelle avec sa demi-nièce. Le débat reste ouvert même parmi les experts et aucun consensus n'existe à ce sujet. Certains chercheurs soutiennent que la relation franchit les limites de l'intimité dès qu'Hitler s'installa à Munich et attribua à Jelly une chambre exclusive dans sa résidence. Cependant, ces théories, aussi solides ou scandaleuses soient-elles, n'ont pas pu être confirmées par des preuves directes, laissant cet aspect de leur relation dans l'ombre de la spéculation. Que les spéculations sur la nature de leur relation soient vraies ou non, l'indéniable est que le lien entre Hitler et Jelly se termina de manière abrupte et tragique en septembre 1931. À cette époque, il vivait depuis 2 ans dans un luxueux appartement à Munich, avec 5 domestiques à leur service. Malgré le confort, la résidence s'était transformée en cage dorée pour Jelly, qui avait tout sauf la liberté de fréquenter qui elle voulait. Entre le 17 et le 18 septembre, selon les sources de l'époque, une violente dispute éclata entre eux. Hitler, surprotecteur et contrôlant, partit peu après en voyage politique, laissant la jeune fille seule à la maison. À peine 15 minutes après son départ, Jelly prit l'un des pistolets d'Hitler et se tira une balle. L'enquête de la police conclut à une mort volontaire, même après avoir interrogé Hitler lui-même. Cependant, le motif exact de la mort reste inexpliqué. Une version affirme que Jelly souhaitait voyager à Vienne avec un nouveau prétendant, ce qu'Hitler lui interdit catégoriquement. D'autres théories évoquent l'épuisement émotionnel de la jeune fille, étouffée par le contrôle constant de son oncle. Quelle que soit la vérité, la mort de Jelly Robal reste l'un des épisodes les plus sombres et énigmatiques de la vie personnelle d'Adolf Hitler. La mort de Jelly Robal, en 1931, marqua un tournant dans la vie personnelle d'Adolf Hitler. La relation complexe qu'il entretenait avec les femmes, jusqu'alors dissimulée par son lien avec sa nièce, redevint un conflit visible. À ce moment-là, il ne semblait pas y avoir d'alternative claire pour remplacer le rôle émotionnel qu'avait occupé Jelly. Cette perte survint à un moment critique, alors qu'Hitler connaissait une ascension politique fulgurante après les élections du Reichstag de 1930. En tant que figure publique, il ne pouvait disparaître sans explication, et son refus apparent du mariage commençait à susciter des spéculations tant chez ses partisans que chez ses adversaires. Outre le défi public, Hitler affrontait une crise personnelle interne. Son image, soigneusement construite, était aussi une source de motivation psychologique, et il craignait que ce choc ne l'affaiblisse non seulement aux yeux des autres, mais aussi à ses propres yeux. Dans les mois qui suivirent la mort de Jelly Robal, Hitler recommença à s'entourer de femmes qui, en plus d'être attirantes et décidées, manifestaient un intérêt clair à se rapprocher de lui, tant émotionnellement que politiquement. Bien qu'il eût la possibilité de se marier, il préféra maintenir son image de leader inaccessible, évitant tout engagement sentimental pouvant affaiblir le mythe qu'il avait construit autour de sa personne. C'est dans ce contexte que Magda Kant, alors secrétaire de Joseph Goebbels, fit la connaissance d'Hitler et fut profondément séduite par sa personne. Elle admirait son leadership et la vision nationale-socialiste qu'il représentait. Bien qu'elle ait exprimé son désir de s'unir pleinement à lui, elle épousa finalement Goebbels lui-même, ce qui lui permit de rester dans le cercle intime du pouvoir. Sa dévotion pour Hitler, cependant, persista au-delà de son lien avec son mari. Au début de l'année 1932,
À 43 ans et jouissant d'une popularité croissante, Hitler continuait de susciter l'admiration de nombreuses femmes de son entourage. Pourtant, il évitait de s'engager publiquement dans des relations affectives. Parmi les figures féminines qui attirèrent son attention, figurait la cinéaste Leni Riefenstahl. Son talent artistique et sa présence charismatique ne passèrent pas inaperçus. Et Hitler montra un intérêt particulier pour elle, bien que le lien entre eux fût plus stratégique qu'intime. Le lien avec Leni fut plus stratégique que personnel. Hitler appréciait sa capacité esthétique à projeter l'image du régime et sa présence lors des événements officiels renforçait la narration visuelle du pouvoir. Cependant, malgré ses proximités, aucune femme ne parvint à occuper un rôle sentimental établi aux côtés du Führer. La figure féminine idéale pour lui était la représentation symbolique du sacrifice, de la beauté et de la loyauté envers le Reich, plutôt qu'une véritable compagne personnelle. La sombre fragilité du Reich, le secret sexuel de Himmler. En clair contraste avec l'idéal physique que le régime nazi promouvait inlassablement, Heinrich Himmler incarnait une véritable paradoxe vivant. Au milieu de la vingtaine, Himmler avait un physique fragile, des problèmes de vue qui l'obligeaient à porter constamment des lunettes et un visage peu imposant marqué par une mâchoire fuyante. Sa santé fragile représentait un autre obstacle. Incapable de participer à des sports vigoureux ou de tolérer des repas copieux, il ressentait une frustration constante envers son corps et son apparence. Sa vie sentimentale durant sa jeunesse fut presque inexistante, au point qu'il défendait l'abstinence sexuelle comme un idéal moral. Ironiquement, des années plus tard, il avoua avec amertume qu'il aurait préféré vivre davantage d'expériences intimes durant ces années. Ce n'est qu'à l'âge de 28 ans qu'il eut enfin sa première relation sexuelle, fait tardif qui contrastait fortement avec la sécurité et l'attrait physique de Margaret, la femme qui entrerait plus tard dans sa vie et dont le caractère se démarquait clairement face à l'insécurité qui définissait la personnalité de Himmler. Au début des années 1930, Himmler traversa une crise personnelle concernant sa perception de l'homosexualité, principalement à cause de sa relation antérieure d'amitié et d'apprentissage avec Ernst Röhm, chef des SA. Depuis le milieu des années 1920, Röhm avait guidé Himmler, le soutenant dans les affaires politiques et militaires, devenant une influence décisive dans son développement professionnel. Cependant, l'homosexualité connue de Röhm finirait par devenir une menace sérieuse pour cette amitié. En tant que responsable suprême des SS pendant les campagnes électorales difficiles du parti, Himmler savait parfaitement que les adversaires politiques utilisaient l'orientation sexuelle de Röhm comme une arme de discrédit contre le parti nazi. Cela fut clairement le cas lorsque le journal socialiste Münchener Post révéla publiquement l'homosexualité de Röhm en avril et juin 1931. De plus, en mars 1932, la revue Echo publia les polémiques lettres de Heimsott, confirmant encore davantage ses accusations. Au milieu de cette situation complexe, Himmler décida de redéfinir radicalement les SS, les distinguant clairement du modèle de masculinité homosexuelle représenté par Röhm. Ce processus le conduisit à remettre profondément en question son concept de l'homosexualité, établissant une ligne de séparation nette entre sa propre image masculine et celle que Röhm projetait publiquement. Par conséquent, au moins depuis mars 1932, Himmler fut incapable de soutenir publiquement toute politique pouvant remettre en cause sa propre conception de la masculinité ou l'associer étroitement au modèle incarné par Röhm. Au début des années 1930, la relation entre Himmler et Röhm fut complexe et pleine de tensions. Pour Himmler, Röhm devint une menace latente, mais en raison de la position de pouvoir que Röhm exerçait à la tête des SA et de la nécessité pour Hitler de compter sur elle, il ne pouvait pas s'en éloigner brusquement. Entre mars 1932 et la nuit des longs couteaux en 1934, Himmler maintint un équilibre délicat. Il tenta de se séparer politiquement de Röhm sans rompre totalement leurs relations personnelles et professionnelles. Cette position inconfortable le poussa à agir de manière contradictoire face à la communauté homosexuelle. Un exemple en fut donné en 1933, lorsqu'il ordonna la fermeture des clubs homosexuels, décision qu'il commenta plus tard publiquement dans l'un de ses discours.
Tout aussi révélatrice fut la destruction par des militants nazis de l'Institut pour la recherche sexuelle de Magnus Hirschfeld à Berlin, le 6 mai 1933. Bien que Himmler ne reconnût pas directement sa participation à ces événements dans ce discours, il fit plus tard référence au précieux matériel informatif obtenu par la Gestapo grâce aux recherches de Hirschfeld. En contraste avec ses pensées et actions au début de 1933, Himmler conserva un lien avec Röhm à peine 6 semaines après la destruction de l'Institut de Hirschfeld. Le 17 juin 1933, Reinhard Heydrich, adjoint de Himmler et Gruppenführer des SS, choisit précisément Ernst Röhm comme parrain de son premier enfant. Étant donné que Röhm était alors chef d'état-major des SA, le choix de Heydrich semblait logique tant que les SA restaient utiles au mouvement nazi. Cependant, lorsque le parti tourna le dos à Röhm pendant la nuit des longs couteaux, 1 an plus tard, Himmler rompit rapidement tout lien avec celui qui avait été son mentor et lança des attaques directes contre la communauté homosexuelle. Dans son discours à Bad Tölz en 1937, Himmler exposa sa vision finale de l'homosexualité et de la masculinité, influencé par une crise personnelle remontant à sa jeunesse. Au départ, Himmler croyait que l'homosexualité était exclusivement liée aux hommes efféminés, suivant les théories promues par Magnus Hirschfeld. Cependant, après la purge d'Ernst Röhm et d'autres homosexuels masculins en 1934, il réalisa qu'il existait un autre modèle homosexuel davantage associé à une masculinité extrême. Cette découverte provoqua en lui un conflit intérieur. Il devait se distancier à la fois du stéréotype efféminé et de l'hypermasculin pour préserver sa propre identité masculine et hétéronormative. Pour résoudre cette crise interne, Himmler se référa à sa propre expérience de jeunesse. Il révéla qu'à l'adolescence, il avait lutté contre ce qu'il percevait comme des tentations perverses, liées à la masturbation et à l'homosexualité, qu'il associait à la timidité et à des difficultés à interagir avec les femmes. La solution personnelle qu'il trouva, fondée sur la discipline, la loyauté et un contact approprié avec les femmes, notamment à travers la danse et les rencontres sociales, devint son modèle pour la jeunesse allemande. Himmler défendit ainsi la nécessité de promouvoir des relations hétérosexuelles précoces, assurant que tout éloignement de cette conduite traditionnelle pouvait conduire les jeunes vers l'homosexualité. Finalement, Himmler relia son rejet de l'homosexualité à une critique de l'Église catholique et de certains secteurs masculins de la société allemande. Selon lui, l'Église, notamment dans les monastères et les hiérarchies religieuses, était dominée par des pratiques homosexuelles dissimulées, qu'il considérait comme une menace comparable à celle qu'il avait identifiée dans certains cercles nazis. Ainsi, son discours révélait son inquiétude face à la masculinité excessive dans les organisations masculines, au manque de valorisation adéquate des femmes et à la nécessité de préserver une stricte division hétéronormative des rôles de genre pour assurer la santé future de la nation allemande. La sexualité cachée de Rudolf Hess. Rudolf Hess, l'un des plus fidèles partisans de Hitler, rencontra celle qui deviendrait sa future épouse, Ilse, lorsqu'il avait 26 ans et qu'elle n'était encore qu'une adolescente. La jeune fille fut profondément séduite par lui dès le premier instant, mais Hess se montra distant et réticent à toute forme d'approche romantique. En fait, selon les archives historiques, Hess était vierge et vivait un conflit intérieur en lien avec son propre corps et ses pulsions sexuelles. Pendant plusieurs années de fiançailles, il entretint une relation totalement dépourvue d'intimité physique. Malgré cela, il partageait un lien affectif inhabituel, presque mystique, qui semblait alimenté par quelque chose de plus fort que le désir, une adoration mutuelle pour Adolf Hitler. Tous deux assistèrent ensemble à une conférence du futur dictateur au début des années 1920 et, dès cet instant, furent complètement fascinés. Cette admiration commune pour le Führer fut le ciment de leur union en tant que couple, malgré l'absence totale de vie sexuelle. Dès cette première rencontre, Rudolf Hess développa un lien de dévotion absolue envers Adolf Hitler, flirtant avec le mystique. Pour lui, Hitler n'était pas seulement un chef politique, mais une figure quasi sacrée, une sorte d'entité supérieure dont la parole avait le poids d'une révélation. C'est Hess qui, bien avant les autres, commença à l'appeler Mein Führer, non comme un simple titre, mais comme une affirmation de loyauté personnelle profonde, presque religieuse.
Son comportement en présence du dictateur était révélateur. Bien qu'étant un homme réservé, avec peu d'aisance à parler en public, Hess se transformait lorsqu'il devait prononcer des discours évoquant Hitler. Son ton changeait, sa voix devenait exaltée, et son émotion était si manifeste qu'elle semblait parfois frôler la transe. Les éloges débordaient, et son langage corporel exprimait une combinaison de vénération et d'enthousiasme que peu de gens comprenaient réellement. Hitler, de son côté, accueillait ces gestes avec un mélange d'embarras et de satisfaction contenue. Bien qu'il fût discret quant à ses émotions, il ne manquait pas de montrer une certaine appréciation pour cette fidélité absolue. À plus d'une reprise, des témoins affirmèrent que le Führer, impassible en presque toutes circonstances, semblait rougir légèrement face aux déclarations passionnées de son plus loyal subordonné. La dynamique entre eux était unique, une relation marquée par un déséquilibre émotionnel, dans laquelle Hess se donnait entièrement tandis que Hitler, sans vraiment répondre, acceptait son rôle d'idole avec un geste discret d'approbation. Parmi les documents personnels de Rudolf Hess, aujourd'hui conservés aux Archives nationales du Royaume-Uni, à Kew, l'historien Pierre Servan découvrit une note particulièrement révélatrice. Dans celle-ci, Hess exprimait clairement un sentiment qu'il définissait lui-même comme de l'amour envers Hitler, accompagné d'un désir ardent de le retrouver. Ce genre de déclaration a conduit plusieurs chercheurs à s'interroger sur la véritable nature de leurs liens, notamment pendant les années d'incarcération partagées à la prison de Landsberg après le putsch manqué de 1923. L'intensité émotionnelle que Hess projetait envers le leader nazi était inhabituelle, même au sein du cercle rapproché du régime. Et cela devient encore plus frappant lorsqu'on considère que Hitler était un homme peu démonstratif. À l'exception de sa célèbre chienne Blondie, on le voyait rarement manifester une quelconque tendresse envers un être vivant. Pourtant, avec Hess, il semblait faire une exception. Il existe des témoignages indiquant que, à certains moments, il sortait du bureau bras dessus, bras dessous, une image inhabituelle dans la chorégraphie rigide du pouvoir du Troisième Reich. Bien qu'aucune preuve concluante n'indique l'existence d'une relation romantique ou sexuelle entre eux, leur connexion dépassait clairement le cadre purement politique. La dévotion de Hess allait bien au-delà de la loyauté idéologique. Et même si Hitler ne répondait jamais ouvertement par des gestes similaires, ces petits signes de proximité à l'égard de Hess continuent d'alimenter le débat sur les limites et les nuances de cette relation énigmatique. La proximité inhabituelle entre Hitler et Rudolf Hess ne tarda pas à nourrir les spéculations à l'intérieur comme à l'extérieur du Parti national-socialiste. La dévotion absolue que Hess affichait pour le leader, frôlant l'idolâtrie, lui valut des surnoms moqueurs parmi ses camarades, dont l'un des plus connus était Mademoiselle Hess. Son comportement, empreint d'admiration débordante et de gestes presque révérencieux, commençait à gêner plusieurs secteurs du parti, surtout ceux ayant une vision plus pragmatique et révolutionnaire. En particulier, l'aile la plus gauchiste du mouvement voyait d'un mauvais œil cette attitude servile, qu'ils accusaient de relent monarchique. L'obéissance aveugle et l'enthousiasme presque émotionnel avec lesquels Hess parlait de Hitler ne cadraient pas avec l'image de camaraderie virile et militariste que l'on tentait de projeter pendant les années de consolidation idéologique. Comme le souligne l'historien Pierre Servan, certains militants des premières heures allèrent jusqu'à suggérer que le discret Hess n'était pas seulement excessivement soumis, mais que sa fascination pour Hitler pourrait avoir une dimension intime non reconnue. Cependant, les rumeurs et les critiques n'altérèrent en rien son comportement. Tout au long des années 1920, Hess conserva une attitude de loyauté absolue, et sa vénération pour Hitler ne fit que s'intensifier. Littéralement, et sans aucune gêne, il se prosternait symboliquement devant lui, comme si chaque pas du Führer était sacré. Bien qu'il fût en couple depuis des années avec Ilse Pröll, Rudolf Hess ne montrait aucun intérêt à formaliser cet engagement. Sa vie tournait presque entièrement autour d'Adolf Hitler, qu'il admirait avec une ferveur frôlant l'absolu. Cette admiration était si intense que, selon ceux qui les connaissaient, il négligeait souvent complètement sa compagne, ignorant ses tentatives de rapprochement ou toute conversation sur leur avenir ensemble. Pour Hess, tout ce qui ne concernait pas le Führer semblait dépourvu d'importance. Ce ne fut qu'en 1927, lors d'un dîner privé réunissant les trois, qu'un tournant inattendu se produisit. Dans un geste surprenant,
Ce fut Hitler lui-même qui, sans consulter personne, prit la main d'Ils et la posa sur celle de Hess, annonçant à voix haute qu'ils devaient se marier. Personne autour de la table n'osa le contredire. Dans l'univers du parti, sa parole faisait loi. La décision fut scellée à cet instant, et vers la fin de cette même année, le mariage fut célébré, plus comme un ordre obéi que comme le fruit d'une volonté partagée. Installé dans un modeste appartement à Munich, la relation demeura tout aussi distante sur le plan intime. Il se confia à une amie qu'elle se sentait comme une nonne piégée dans une vie sans passion. Le refus de Hess d'avoir des rapports sexuels alimenta de nombreuses théories, et à ce jour, son comportement demeure une énigme sans réponse définitive. Son attitude fanatique et sa dévotion quasi amoureuse envers Hitler généraient un malaise chez d'autres hiérarques nazis, qui le considéraient comme un inadapté ou même un homosexuel refoulé, débordé par ses sentiments envers le Führer. Le fait qu'il faille 10 ans pour que le couple ait un enfant ne fit qu'attiser ces spéculations. Bien qu'aucune relation amoureuse ou sexuelle entre Hitler et Hess n'ait jamais pu être démontrée, il est certain que leur attachement émotionnel fut profondément inhabituel. De nombreux historiens continuent à explorer cette piste, non par simple curiosité, mais parce qu'elle pourrait offrir des indices sur les dynamiques personnelles ayant influencé le cours du régime nazi. La fin de cette histoire est marquée par la tragédie et la désillusion. En 1941, Hess entreprit un mystérieux vol en solitaire vers l'Écosse afin de tenter de négocier la paix avec le Royaume-Uni sans l'approbation de Hitler. Cet acte fut considéré comme une trahison impardonnable. Et bien que le dictateur manifesta rarement ses émotions, plusieurs témoins assurèrent que cette trahison le bouleversa profondément. Certains affirment même que la tristesse qu'il ressentit fut comparable à la perte de sa nièce Geli Raubal. Hitler, selon ses récits, pleura, et au fond de lui, il aurait cru que Hess était, d'une certaine manière, le seul être humain à l'avoir vraiment aimé. Virilité interdite. La contradiction sexuelle du Troisième Reich. Aux premières années de l'ascension nazie, les SA, les sections d'assaut du parti, jouèrent un rôle clé dans la consolidation du pouvoir. Leur direction, menée par des figures comme Ernst Röhm, présentait une particularité qui contrastait avec le discours officiel du régime. Plusieurs de ses membres les plus importants étaient ouvertement homosexuels. Cette réalité, souvent ignorée ou minimisée, révèle les contradictions internes du mouvement, qui d'un côté prônait une morale sexuelle stricte, tout en tolérant, temporairement, certains comportements au plus haut niveau de son appareil paramilitaire. L'homosexualité au sein des SA n'était pas perçue par ses protagonistes comme une transgression de l'idéal masculin, mais, dans certains cas, comme une réaffirmation d'une virilité renforcée, presque agressive. Il s'agissait d'une vision profondément militariste du corps et de la discipline, où le lien entre hommes, renforcé par la vie en communauté, l'entraînement physique et une loyauté inébranlable, était considéré comme plus solide et plus pur que tout lien avec le monde féminin. Dans ce contexte, la femme était perçue comme étrangère, inutile, voire comme une distraction affaiblissant la structure du guerrier. Cette cohabitation entre une identité homo-érotique dissimulée et un système ultra-conservateur avait ses limites. Avec le temps, Hitler comprit que le pouvoir croissant des SA et leur caractère autonome représentaient une menace pour son contrôle absolu. La fameuse « Nuit des longs couteaux » en 1934 mit fin à cette ambiguïté. Röhm et d'autres dirigeants furent éliminés physiquement et avec eux, cette tolérance tacite disparut également. Dès lors, le nazisme durcit encore davantage son discours sur la morale sexuelle, transformant la répression en politique d'État. Ernst Röhm, chef des SA et l'un des premiers collaborateurs de Hitler, fut une figure fondamentale dans l'ascension du mouvement national-socialiste. Malgré son influence, son parcours personnel a été en grande partie éclipsé par le cours des événements ultérieurs. Dans ses premières années au sein du parti, rien ne laissait publiquement entrevoir d'aspects significatifs concernant sa vie sexuelle. Ce ne fut qu'à l'occasion de son séjour en Amérique du Sud, après l'échec du putsch de Munich en 1923, que des informations liant Röhm à des relations homosexuelles commencèrent à circuler, notamment lors de son passage en Bolivie. De retour en Allemagne en 1930, Röhm reprit son rôle de chef des milices du parti, mais désormais avec une réputation différente. Son orientation sexuelle, loin de rester dans le domaine privé,
devint un sujet de notoriété publique au sein de l'élite du mouvement, et plus encore parmi ses détracteurs. Divers dirigeants des SA, hommes occupant des postes de pouvoir, partageaient des profils similaires, ce qui alimenta les soupçons et le regard critique extérieur. Tant le Parti social-démocrate que les communistes exploitèrent cette contradiction pour mener des attaques médiatiques. Le journal Münchener Post, proche du SPD, publia une série de reportages sous le titre « La fraternité de la Maison Brune », dans lesquels plusieurs membres de la haute hiérarchie nationale-socialiste étaient accusés de comportements sexuels illégaux, y compris le recours à des prostituées. Ces dénonciations, au-delà du sensationnalisme politique, mettaient en lumière une tension évidente au sein du mouvement nazi. D'un côté, il promouvait une image publique de discipline et de morale stricte, tandis que de l'autre, il tolérait, du moins un temps, des pratiques contredisant directement cette narrative. L'exposition publique de l'homosexualité parmi les hauts responsables des SA ne fut pas un fait mineur. Une fois diffusée par la presse socialiste et communiste de l'époque, notamment dans des publications comme le Münchener Post, le scandale atteignit les tribunaux. Loin de susciter une défense des personnes impliquées, ces accusations furent utilisées comme stratégie pour discréditer politiquement le nazisme, à une époque où l'homosexualité était encore considérée comme un délit ou un signe de décadence morale. Paradoxalement, de nombreux secteurs de la gauche partageaient alors une vision profondément conservatrice de la sexualité. Au lieu de remettre en question la répression sexuelle imposée par le régime nazi, ils reproduisaient des préjugés similaires. Pour une grande partie de la pensée socialiste du début du XXe siècle, l'homosexualité était perçue comme une expression de l'individualisme bourgeois ou comme un symptôme de la corruption propre aux régimes autoritaires. Une idée que l'on retrouve même dans le contexte soviétique. L'écrivain Maxime Gorky alla jusqu'à prononcer une phrase brutale « Exterminez les homosexuels et vous éliminerez le fascisme ». Cette perception, aujourd'hui obsolète, reposait sur la croyance que le fascisme favorisait un culte de la force et de la virilité qui, poussé à l'extrême, rejetait toute notion de différence ou de complémentarité. Dans cette logique, certains idéologues établissaient un parallèle entre le désir homosexuel et le désir d'homogénéité idéologique. Bien que cette vision ait perdu de sa force au fil du temps, elle servit durant des décennies à renforcer les stigmates et à justifier les silences, même depuis des positions politiques considérées comme progressistes. Jusqu'au milieu du XXe siècle, une grande partie de la gauche européenne conserva une vision profondément critique de l'homosexualité, la considérant, dans de nombreux cas, comme un trait lié à l'autoritarisme, à la décadence ou à la corruption bourgeoise. Cette idée, erronée selon la perspective contemporaine, trouvait alors un appui dans des exemples comme celui des SA, dont la structure et le fonctionnement semblaient confirmer ces soupçons. Les sections d'assaut du Parti national-socialiste étaient des formations exclusivement masculines, avec une culture interne marquée par le culte de la force, l'obéissance et la camaraderie virile. Dans ce contexte fermé, caractérisé par le rejet systématique de la figure féminine et de toute forme de vulnérabilité, certains secteurs de la gauche interprétèrent le lien entre ses membres non seulement comme politiques ou militaires, mais aussi comme une forme de déviance morale. Cette approche, qui visait à exposer une supposée contradiction au sein du nazisme, sa rhétorique morale face aux pratiques privées de ses dirigeants, servit durant des années comme outil de dénonciation. Les SA, au-delà de leurs objectifs politiques, furent convertis en symboles de ce qui était considéré comme une perversion de l'idéal masculin. Ce récit, renforcé par les publications d'opposition et les discours idéologiques de l'époque, resta en vigueur jusqu'à ce que, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, la pensée progressiste commence à reconsidérer de manière critique ses propres positions sur la sexualité. Folie pour le Führer, le fascinant charme de Hitler. Le 3 avril 1923, le Münchener Post, organe du Parti social-démocrate allemand, publia une note mordante sur le phénomène naissant autour d'Adolf Hitler. Des femmes dévouées, envoûtées par sa personne, qui assistaient à ses discours les larmes aux yeux, engageaient leurs bijoux et offraient un soutien financier inconditionnel. La réponse du leader national-socialiste ne se fit pas attendre. Quelques mois plus tard, le 8 novembre de cette même année, après l'échec de la tentative de coup d'État à Munich,
des sympathisants du NSDAP envahirent et détruisirent les bureaux du journal en guise de représailles. Dès les premiers pas du mouvement, de nombreuses femmes devinrent des collaboratrices fondamentales de Hitler. Elles lui fournirent non seulement un soutien financier, mais aussi des contacts clés au sein des élites sociales et politiques de Bavière. En 1926, alors que le parti était au bord de la faillite et que Hitler menaçait de se suicider face à une éventuelle banqueroute, ce fut une femme qui évita le désastre. Elsa Bruckmann, aristocrate d'origine roumaine, le présenta personnellement à l'industriel Emil Kirchdorf, qui régla les dettes du parti et permit sa survie. Dans sa résidence munichoise, Elsa organisait des salons où Hitler était l'invité d'honneur et l'entourait de personnages influents. Sa dévotion était telle qu'elle lui offrait des cadeaux personnels et des objets d'usage quotidien avec une ferveur quasi rituelle. La manipulation émotionnelle et stratégique de Hitler envers ses admiratrices était précise et calculée. Il acceptait sans réserve les bijoux, montres, argent ou propriétés offerts par des femmes envoûtées par sa personne. Des documents conservés de l'époque font état de gages sous forme de pendentifs en émeraude, bagues en diamants et autres objets de valeur, utilisés comme garantie pour des prêts personnels. L'admiration féminine constituait également une voie d'accès. Seules celles qui exprimaient une dévotion absolue au Führer pouvaient intégrer les cercles sélects de l'entourage nazi. Le paradoxe résidait dans le fait que ce même parti promouvait une idéologie ouvertement hostile aux femmes dans la sphère publique. Pourtant, l'attrait charismatique de Hitler neutralisait toute résistance. La fidélité féminine ne reposait pas sur une coïncidence idéologique, mais sur une fascination personnelle qui brouillait les frontières entre dévotion politique et culte quasi-religieux. Au sein du Troisième Reich, les femmes pouvaient adhérer au Parti national-socialiste et contribuer financièrement comme tout membre masculin, mais leur rôle dans la structure du pouvoir était clairement délimité. Alfred Rosenberg, l'un des principaux idéologues du régime, laissa par écrit la hiérarchie attendue. Le leadership de l'État devait rester exclusivement entre des mains masculines. Le national-socialisme défendait ce qu'il appelait la « libération de la femme de son émancipation », une doctrine visant à la ramener à une fonction purement domestique en opposition frontale aux progrès sociaux obtenus durant la République de Weimar. Les messages officiels répétaient des idées simples et percutantes. Hommes et femmes appartenaient à des natures distinctes, avec des tâches séparées par un mandat historique et biologique. Ces idées, déjà impopulaires pour de nombreux secteurs de la société allemande dans les années 30, provoquèrent des débats même au sein du parti. Joseph Goebbels, dans ses journaux, exprima son opposition à la participation féminine croissante dans le discours public. Pour lui, la maternité et l'éducation des enfants étaient les seuls devoirs véritablement nobles de la femme allemande. Il critiquait durement ce qu'il considérait comme une fausse émancipation et se vantait de résister, selon ses propres mots, au terrorisme de l'opinion publique. Bien que le droit de vote féminin ne fût pas formellement révoqué après l'arrivée au pouvoir en 1933, il fut vidé de son contenu dans le nouveau système totalitaire. En pratique, les femmes furent progressivement écartées de la vie professionnelle et académique. L'une des premières mesures fut la loi promulguée le 25 avril 1933 pour limiter leur présence dans les universités et établissements éducatifs. Cette norme établissait des quotas spécifiques. Seulement 10% des étudiants pouvaient être des femmes et à peine 1,5% d'origine juive. La vision nazie de la femme ne surgit pas comme une doctrine unifiée, mais comme une synthèse d'influences racistes, nationalistes et romantiques. Des écrits tels que Mein Kampf d'Adolf Hitler ou Le mythe du XXe siècle de Rosenberg définissaient un modèle dans lequel la femme devait agir comme porteuse de l'héritage biologique du peuple allemand. Des auteurs comme Walter Darré, avec des œuvres comme La paysannerie comme source de vie de la race nordique, renforçaient cette image idéalisée de la femme rurale, fertile et soumise, chargée de préserver le sang et l'esprit du Volk. À travers des publications telles que l'ABC du national-socialisme, se construisit un portrait idéalisé combinant poésie nationaliste et propagande raciale. La femme allemande y était présentée comme un symbole de pureté, de force silencieuse et de pilier du foyer. Cette image, cependant, devint une exigence presque inatteignable. Dans une annonce personnelle publiée dans un journal munichois, un membre du parti résumait les exigences.
Il cherchait une femme aryenne, jeune, vierge, sans bien, capable de travailler dur, sans fioritures, sans passé, prête à assurer une descendance masculine. Un reflet clair du moule restrictif et utilitaire auquel on aspirait à réduire la femme dans le projet nazi. Dans les années précédant l'ascension du nazisme, l'Allemagne avait déjà parcouru un long chemin en matière d'émancipation féminine. La participation active des femmes à la vie publique, professionnelle et culturelle était une réalité consolidée et non une mode passagère comme le prétendaient les idéologues du Troisième Reich. L'image de la femme moderne s'était imposée non seulement dans les médias et les villes, mais aussi dans l'imaginaire collectif. Des femmes aviatrices, ingénieures, sportives et scientifiques défiaient les modèles traditionnels avec détermination et visibilité. Un exemple marquant fut Melita Schiller, ensuite connue comme comtesse von Stauffenberg, docteur en physique et pilote d'essai. Durant les années 1930, elle effectua plus de 1000 vols en piqué pour tester des systèmes de navigation aérienne. Sa maîtrise lui valut des reconnaissances officielles, mais son profil était bien éloigné du modèle féminin que le national-socialisme entendait imposer. Une figure domestique, soumise, confinée au foyer, réduite à mère et épouse au service de l'État. Malgré la propagande du régime qui exaltait la femme du rouet et de la cuisine, nombre des femmes proches des dignitaires nazis ne correspondaient pas à cet idéal. Lors des réceptions officielles, elles étaient accueillies comme des accompagnatrices décoratives. Mais leur comportement et leur mode de vie contredisaient ouvertement les principes promus par l'idéologie du parti. Eva Braun faisait du sport, s'intéressait au cinéma et suivait les dernières tendances de la mode. Amy Goering, ancienne actrice de théâtre, aimait le luxe et la reconnaissance sociale. Margaret Himmler, pour sa part, méprisait profondément les idées de son mari Heinrich Himmler et gardait une attitude distante face à la doctrine officielle. Même les figures féminines, occupant des postes au sein de la structure du parti, vivaient rarement selon les valeurs traditionnelles qu'on leur imposait. Certaines, comme Henriette von Schirach, impulsaient des activités culturelles, voyageaient fréquemment et avaient peu de lien avec l'image de la mère allemande obéissante. Le nombre d'enfants, autre indicateur essentiel dans la politique nataliste du régime, ne fut guère exemplaire parmi les élites du parti. Seules les familles Goebbels et Bormann répondirent aux attentes démographiques du nazisme. Gerda Bormann représentait l'une des rares exceptions. Croyante fervente des postulats du parti, elle eut 9 enfants avec Martin Bormann et vivait entièrement soumise tant à son mari qu'au Führer. Elle participait à des activités doctrinaires et défendait avec conviction les idées de sacrifice féminin pour la cause. Elle alla même jusqu'à concevoir un modèle domestique permettant la cohabitation avec les maîtresses de son mari, à condition que toutes partagent l'éducation des enfants sous le même toit. Pour elle, la famille et l'État ne faisaient qu'un, servir sans condition. Pour le régime nazi, le mariage ne représentait pas une institution morale ou spirituelle, mais un outil pratique, exclusivement orienté vers la reproduction. La préoccupation liée au déséquilibre démographique, avec des millions de femmes de plus que d'hommes après la Première Guerre mondiale, poussa les idéologues du Troisième Reich à promouvoir la maternité même hors mariage. Selon leurs propres mots, il valait mieux qu'une femme ait un enfant plutôt que de vieillir sans descendance, car la nature exige que la femme donne la vie. Cette pensée fut poussée à l'extrême par Heinrich Himmler avec la création du programme Lebensborn. Son objectif déclaré était de favoriser les naissances entre femmes jugées racialement pures et hommes d'ascendance